L'histoire des hôpitaux par Hamida Chaouki, une émission de Georges Lens et Frédéric Gelbert. Bonjour Hamida. Bonjour Frédéric, bonjour Georges. On était resté la dernière fois sur la médecine au Moyen-Âge et surtout ce drame qu'a été la peste. Et c'est bientôt de grands bouleversements qui s'annoncent. Qu'est-ce qui les provoque, ces bouleversements, qui vont être ceux de la Renaissance? Alors effectivement, ces bouleversements, les historiens ont un certain nombre d'hypothèses sur cette Renaissance, qui signe aussi cette période que les historiens ont classée en ère moderne, histoire de la période moderne, de la Renaissance à globalement la Révolution française. Probablement la chute de Constantinople, le 30 mai 1453, est un séisme dans l'Europe occidentale chrétienne, puisque une part du monde chrétien, entre guillemets, pour les contemporains, va s'effondrer. Alors, juste pour préciser, cette chute de Constantinople, c'est la fin de l'empire chrétien d'Orient, pris par les musulmans, c'est ça? Exactement, pour plusieurs siècles. Et de toute façon, Istanbul est toujours une ville ottomane, turque, musulmane, et donc une grande césure dans l'histoire. Mais savants, médecins, intellectuels, philosophes vont migrer. Ça sera un exode pour eux vers l'Occident chrétien et avec eux ramener un certain nombre d'ouvrages du monde antique et diffuser ou rediffuser de nouveau l'humanisme gréco-romain, gréco-latin. Dans le pourtour méditerranéen, bien sûr centré sur l'Occident chrétien. Une autre date très très importante dans l'histoire de l'humanité, on peut dire, c'est 1492, la découverte de l'Amérique, et donc l'ouverture d'horizons nouveaux avec ses conquêtes maritimes, et donc la nécessité de progresser dans la connaissance du monde, de la géographie, aussi de la navigation maritime, et donc de progresser dans la connaissance des étoiles et par là aussi de la connaissance de l'univers. Ça préfigure bien sûr la révolution copernicienne, la révolution galiléenne. C'est un changement total de vision du monde, un monde fermé qui passe à un monde infini. Infini, très ouvert. Dans la redécouverte des ouvrages très importants de l'Antiquité, le De Architectura de Vitruve, l'immense architecte qui est retrouvé en 1414. Mais on peut aussi, comme hypothèse, par rapport à cette révolution intellectuelle, ajouter ce déchirement religieux, la réforme, dans le christianisme établi. Mais c'est le même processus. C'est-à-dire, on est retourné au texte gréco-romain et on retourne au texte biblique. C'est un peu dans le même genre de démarche. Tout à fait. Les 95 thèses de Luther qui sont affichées à l'église d'Augsbourg en 1517, donc qui signent le début de la révolution luthérienne, très important, puisque derrière, il va y avoir pratiquement un siècle et demi d'affrontements, y compris militaires et guerriers, avec les 7 guerres de religion en ce qui concerne le royaume de France, et au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans, qui va opposer les princes et les royaumes du Nord l'empire de Charles Quint et de Maximilien de Habsbourg. Donc on a quand même aussi des déchirements, des guerres, des violences, des bouleversements, mais aussi accompagné d'une nouvelle orientation
intellectuelle et l'ouverture aussi à d'autres espaces de pensée. La pensée médicale, bien sûr, en premier lieu, en bénéficiera. Donc c'est toute la science qui en est bouleversée. Quels sont les principaux, ou plutôt les principales découvertes dans le domaine scientifique qui vont avoir un retentissement sur la médecine, ou peut-être aussi des changements culturels qui vont avoir un effet positif? Alors, tout d'abord, on a un peu cette révolution première qui est la révolution de l'anatomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps était tabou, il était exclu de l'autopsie. Et on sait que Galien en a déduit l'anatomie du corps humain à partir de la dissection d'animaux, avec énormément d'erreurs, bien entendu. Et là, il y a un bouleversement dans les mentalités. Dans un premier temps, début du XVIe siècle, ce sont des condamnés à mort, exécutés, donc qui sont confiés. On a le droit à cette époque, après Exactement. très longtemps où ça a été interdit, on a le droit de faire des dissections. C'est quand même fabuleux. On ne peut rien faire sans avoir les bases anatomiques. Et ces premières autopsies ou dissections, pour ce qui concerne les cadavres de condamnés à mort, sont accompagnées de cette révolution de l'art pictural et sculptural. Et on a, par exemple, ces arts vont paradoxalement être à l'origine de l'essor de l'anatomie. Pourquoi ? Parce que Léonard de Vinci va disséquer. Il va disséquer pour pouvoir mieux peindre, mieux sculpter. Et on voit le David avec l'art qu'ils avaient extraordinaire de dessiner les muscles, être le plus à même d'épouser la vérité, photographier entre guillemets le corps humain. Et donc il a de cette façon fait énormément de travaux qui sont restés relativement discrets, bien entendu, par rapport à la corporation des médecins, mais néanmoins il a fait progresser effectivement avec un certain nombre de ses contemporains artistes qui ont eux-mêmes disséqué. On ne peut pas imaginer que Léonard de Vinci ait disséqué. Et oui, il s'est livré à la dissection de condamnés à mort et de cadavres. On considère qu'il aurait disséqué une trentaine de cadavres, et ça a donné lieu à des écrits, par contre, qui sont restés relativement confidentiels. Mais que ce monde intellectuel et artistique ait participé à cette découverte, ça montre à quel point c'était un monde nouveau, arriver à comprendre comment fonctionnait le corps. D'autant plus nouveau que cette nouvelle phase de dissection, d'autopsie, a eu les faveurs du pape, la papauté. Alors, je rappelle qu'on est aussi 1540-45, on est dans le très grand concile de Trente, où, après que Luther ait mis en place son Église, une réponse, ça a été effectivement la contre-réforme catholique, avec ce fameux concile de Trente dans les années 1540-1545, et une forme de vision progressiste finalement qui est de nouveau mise avec un regard différent par rapport au tabou de l'autopsie ou de la dissection. Et jusqu'à ce que les princes, et particulièrement on le retrouve en Angleterre, souhaitent être autopsiés après leur décès. Et ils prononcent ces vœux auprès de médecins, Harvey, d'autres médecins, pour pouvoir être autopsiés.
Mais c'était altruiste de leur part ou ils attendaient quelque chose de fabuleux Pour qu'il y ait une compréhension de leur maladie par rapport à leurs enfants aussi, à leur famille. Et c'est un aspect assez méconnu, oui, finalement. Et ce qui explique finalement cette révolution dans la connaissance de l'anatomie. Alors les médecins, qu'est-ce qu'ils vont en faire de toutes ces nouvelles connaissances? Alors, je voudrais d'abord rappeler les grands personnages, les grands anatomistes. Vessal, qui lui est né à Bruxelles, a étudié à Paris, probablement à Montpellier, s'est installé à Padoue, la grande université de Padoue. Ils avaient déjà un parcours européen. On avait déjà parlé de l'Erasmus, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Il n'y avait pas de frontières, c'était Schengen, quoi, avant l'heure, et les lettrés, les savants se déplaçaient si facilement. Une Europe moderne, déjà. Une Europe... Alors, il se fait aider dans ses premières dissection par un élève du Titien, Jean van Calcar. Vous voyez, donc il y a l'association d'un artiste avec un médecin anatomiste, Vessal. Et bien sûr, des écrits et surtout des planches anatomiques. Un traité qui reconsidère tout le savoir anatomique, qui est publié en 1542. En même temps, en 1543, Copernic publie La Révolution des orbites célestes. On est vraiment dans le même tempo. Tout est lié. Vessal publie et dessine 300 planches et un ouvrage de 663 pages d'anatomie, dont le résumé fameux, c'est l'épitomée Alors bien sûr, derrière, comme il heurte complètement la conscience médicale avec Galien, il y a une controverse finalement assez importante. Il n'empêche qu'il devient médecin personnel de Charles Quint, puis quand Charles Quint abdique en faveur de son fils Philippe II, il devient médecin de Philippe II, mais quand même à un moment de sa vie, il part en Terre Sainte, et puis ce qui est terrible, c'est qu'au retour, la navigation était assez incertaine, naufrage, et finalement il est rescapé sur une île, mais il meurt de typhus en 1564 sur une île sur laquelle il était naufragé, rescapé. Voilà un petit peu. Un grand anatomiste voilà, reconnu, donc Vessal, par le pouvoir. Le grand anatomiste. Successeur, Fallope, on connaît donc les noms... ça nous dit quelque chose à nous médecins. Ça nous dit beaucoup Eustache, Aquapendente, Arancius. Chacun de ces personnages ont donné un nom à un organe du corps humain. Et à la fin du XVIe siècle, la quasi-totalité du savoir anatomique est constituée. Alors, XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on disséquait plutôt des cadavres de condamnés à mort, donc par nature plutôt des gens sains. Et au XVIIe siècle, Malpighi et surtout Morgagni disséquaient des cadavres de patients malades. Donc on pouvait mettre en relation les lésions d'organes avec les symptomatologies qui n'étaient pas encore vraiment particulièrement décrites parce que l'auscultation n'existait pas, la prise de tension, mais néanmoins c'est le début de l'anatomopathologie. Donc ça veut dire qu'ils étaient passés de la découverte du corps à la relation entre la maladie et les dégâts qu'on va observer. Observer totalement. Pendant cette dissection. Et puis arrive le microscope. Galilée, c'est le télescope. On renverse les lentilles, on a le microscope. Et Morgagni et Malpighi sont les premiers histologistes finalement. Donc ils commencent à observer les tissus, les faire grossir au microscope et on a le début de l'histologie. On a donc en germe l'anatomo-clinique et l'histologie. Et c'est vrai que le siècle des Lumières, Révolution française, ça sera le grand essor de la médecine et on peut dire la première révolution médicale. Alors,
La question que tu pourrais me poser, Frédéric, c'est la chirurgie, elle aurait dû progresser, la médecine. Parlons de la chirurgie. Et je ne voulais pas terminer cet épisode sans parler du grand Ambroise Paré, qui était chirurgien, mais lui, il était dans la corporation des barbiers, maître barbier, et pas du tout dans la corporation des médecins. Alors, il a pratiqué des dissections, des autopsies. Du fait des guerres de religion, il a accompagné les troupes royales durant une grande partie de sa vie, puisqu'il a eu la chance de vivre 80 ans, de 1510-1590. Et à partir de 1560, le massacre de Oisy, qui détermine la première guerre de religion, il a suivi ces guerres tout au long de ce dramatique deuxième partie du XVIe siècle. L'explication des traumatismes, des plaies par balle ou par... Ainsi, je vais vous rapporter l'épisode que l'on connaît bien, qui est la mort d'Henri II. 1559, c'est un tournoi. Il est atteint par une lance dans la partie orbitaire. Et donc, Ambroise Paré se fait seconder, il appelle aussi Vessal, le grand Vessal, en renfort. Et durant 11 jours d'agonie, ils essayent, ils font des choses qui, sur le plan éthique, est totalement inacceptable. C'est-à-dire de reproduire la même blessure sur des condamnés à mort. Mais ils n'interviennent pas sur la personne d'Henri II. Mais déjà, ils ont une démarche scientifique, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Mais ils vont l'autopsier. Et ils vont constater qu'il y a une hémorragie contralatérale, une hémorragie extradurale ou sous-durale dans les comptes rendus de Ambroise Paré. Et donc Henri II, et Ambroise Paré a été médecin de 4 rois de France, Henri II et ses 3 fils, François II, Charles IX, Henri III. Alors, il intervient aussi auprès de Charles IX, qui meurt d'une tuberculose. Mais on sait que c'est une tuberculose parce que Ambroise Paré a autopsié Charles IX et il a vu des foyers, des lésions pulmonaires très importantes, parce qu'à un moment donné, Charles IX, on avait soupçonné les opposants d'avoir empoisonné Charles IX, et c'est cette autopsie qui a prouvé qu'en fait il était mort de la tuberculose. Et en plus, on commence à comprendre l'histoire, c'est formidable. Mais tu nous as décrit là des bases très scientifiques de la médecine, l'anatomie, l'histologie, ces démarches d'Ambroise Paré et de Vessal. Mais pourtant, ces médecins à l'époque, comment est-ce qu'ils soignaient? C'était bien par des lavements et par des saignées. Alors comment est-ce que tu expliques d'abord la persistance de ce type de traitement, de thérapeutique, alors qu'on commence à mettre en place une médecine scientifique solide? C'est vrai que même au niveau de la physiologie, la découverte de la circulation sanguine par le grand William Harvey, qui vient quand même après Ibn Nafis, qui aurait décrit la circulation sanguine au XIIIe siècle dans le monde arabe, mais ses écrits sont restés totalement cachés, ils n'ont pas été diffusés. Michel Servet, lui aussi, avait amorcé la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire, il avait amorcé la compréhension de la circulation pulmonaire, mais c'est vraiment William Harvey, formé à Cambridge, puis ensuite Padoue, Bologne, grand anatomiste, qui décrit vraiment la physiologie. Mais moi, je reviens à ma médecine un peu obscurantiste, avec, juste au passage, Michel Servet, il a fini sur le bûcher à Genève. Voilà, on voit donc il y avait encore des gens qui ne suivaient pas cette démarche. C'est-à-dire qu'il était engagé aussi de façon par rapport au calvinisme, et donc à Genève, il se heurtait au niveau de la doctrine calviniste, et effectivement, il a été mis sur le bûcher par Calvin. La physiologie, mais malgré tout, on reste quand même ancré dans la théorie des humeurs, tout au long de ce 17 et... Donc, théorie des humeurs, c'est ce qui explique la saignée
et le lavement. Alors pourquoi? Et on n'a pas ce bouleversement au niveau des thérapeutiques. Il faudra attendre encore un certain temps. Et ce qui fait que les médecins restent toujours la risée des humoristes de l'époque, à savoir Molière. Alors je fais une petite diversion aussi quand on voit l'association de ces grands auteurs de théâtre que sont Shakespeare, Molière, Corneille et Racine, même siècle. Et ainsi que l'a décrit Pierre Chaunu, un de nos grands historiens de la période moderne, on a comme contemporains Francis Bacon, Galilée et Descartes aussi. Ça rappelle le 5e siècle avant Jésus-Christ où on a Hippocrate, Platon, Socrate, les grands Thalès, voilà. À un moment donné, et donc voilà, on en est à. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre ce grand siècle, parce qu'on peut dire c'est une grande époque. Merci, Hamida Chawki.